Midi Keng sur iRadio, voici les titres de ce journal. Au sommaire de cette édition, la presse sénégalaise perd un de ses monuments. Sidi Lamine Niasse est décédé ce matin, plus de manche sur le PDG du groupe Walfadjri. Sidi est décrit comme étant un homme de courage et un fervent défenseur des valeurs de l'islam. Limitation ou suppression du droit de grève dans le secteur de l'éducation. L'idée a été agitée hier par des députés. Elle fâche les syndicats d'enseignants et les inspecteurs du travail. Eux parlent de sorties malheureuses. Assemblée nationale, justement, le ministre de la Santé défend son budget devant la représentation nationale. Abdoulaye Diouf Sarr est interpellé par les députés sur les nombreuses grèves des travailleurs de la santé et la prise en charge de certaines maladies. La mobilité entre le Sénégal et la Gambie demeure toujours un casse-tête pour les camionneurs. 15 jours pour la traversée du Bac, c'est leur calvaire. Présidentielle de 2019, les signatures qui seront déposées par les différents candidats seront vérifiées par des observateurs indépendants. Une bonne initiative du Conseil constitutionnel d'après la mouvance présidentielle. L'opposition, elle, se veut très sceptique. Dans l'actualité internationale, nous reviendrons sur la déclaration du président béninois Patrick Talon, soutient que l'aide au développement a atteint ses limites. Il prône la promotion de l'investissement privé. En sport, préliminaire de la Ligue africaine des champions, le Giraffe de Dakar joue cet après-midi son match retour au Togo face au Koroki Métété de Lomé. Et en fin d'édition de 19, le journal de la présidentielle avec Migui Maram Ndiaye. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la consternation totale. La presse sénégalaise est en deuil. Sidi Lamine Niasse n'est plus le président directeur général du groupe Walfadjri. S'est éteint ce matin à l'âge de 68 ans. Une grosse perte pour le Sénégal et pour la Oumma islamique. En tout cas, beaucoup de témoignages sur Sidi Lamine Niasse ont été recueillis. D'abord, celui d'un de ses collaborateurs qui a travaillé avec lui 35 ans durant. Abdourahmane Kamara ne tarit pas d'éloges sur l'homme dont il salue le courage intellectuel et sa foi en Dieu. Voici le directeur de publication de Walf Quotidien. Le témoignage que je peux faire, c'est tellement, je peux tellement dire tellement de choses de Sidi. Parce que depuis 35 ans, nous sommes ensemble. Depuis 35 ans, nous nous battons pour faire vivre le produit de Walfadjri. Donc, depuis 35 ans, nous faisons tout ensemble. Nous gérons ensemble tout le groupe, pas seulement le quotidien, mais tout le groupe. Il ne fait rien dans le groupe sans me consulter, sans avoir recueilli mon avis. On discute de tout. Donc, c'est ça, Sidi, un homme ouvert, très ouvert à la critique, très ouvert aux échanges d'idées. C'est ça, il croit à ça, il croit aux échanges d'idées. Et puis c'est quelqu'un qui est très généreux. Tous les jeunes qui sont passés à Walfadjri peuvent en témoigner. La plupart de ces jeunes qui ont eu des responsabilités, ils n'avaient pas du tout fait plus de 10 ans dans la profession. Et pourtant, un jour, comme ça, il se réveille, il me dit, Abdourahmane, ces jeunes, il faut les responsabiliser. Ces jeunes, ils sont bons. C'était aussi quelqu'un qui tenait beaucoup à une certaine éthique. Donc, ça, c'était important pour lui. Et puis, c'était un homme qui était profondément croyant. Dont la principale référence, c'était Seydina Mohamed. C'était quelqu'un qui ne refusait pas les débats d'idées. C'était donc Abdourahmane Kamara, le directeur de publication de Walf Quotidien. Il ne reste plus qu'à accepter la volonté divine. Ces mots sont du porte-parole de Léona Niassène. D'après Ahmed Babacar Niasse, Sidi Lamine était un homme de Dieu. Ces propos sont recueillis par Khalifa Diakhaté. Traduit en même temps. Nous nous soumettons à la volonté de Dieu. En réalité, il n'y a rien de nouveau. Il a déjà exercé sa volonté sur le prophète Mohammed, comme sur bien d'autres érudits, comme sur notre guide, et sur bien d'autres érudits, comme le grand El Hadj Ibrahima Niasse. Rien de nouveau, il a toujours exercé sa volonté sur ses créatures. Donc nous rendons grâce à Dieu. C'était un monument au Sénégal, dans le monde islamique, dans la Oumma,
et dans le monde entier. Difficile de commenter en ce moment puisqu'on ne sait pas encore ce qui s'est réellement passé, quels sont les contours de cela. Mais ce dont je suis sûr, ce dont je puis vous assurer, c'est qu'il était un homme de Dieu. Son père est un shérif, originaire de Bani Khassim. Il a beaucoup œuvré sur l'héritage de son père. Et l'héritage est loin d'être matériel, ni voiture, ni véhicule, mais un héritage intarissable, le savoir. Pas plus tard que l'année dernière, il a revisité et dépoussiéré tous les écrits de son père qui rendaient hommage au prophète Mohammed, salut sur lui, pour les rééditer. Sidi est un sage qui était toujours dans le partage. C'était donc les propos de Ahmed Babakar Niass, porte-parole de la famille de Léona Niassène, propos recueillis et traduits par Khalifa Diakhaté. Nous allons écouter à présent le témoignage de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Mankeur Ndiaye, qui a tenté de rapprocher Sidi Lamine Niass du président Macky Sall. C'est avec beaucoup d'émotion que je viens d'apprendre la disparition de Sidi Lamine Niass. Je pense que tout le monde peut témoigner que c'est un travailleur très attaché à la préservation de son outil de travail. Et je pense que beaucoup de générations de journalistes sont passées entre ses mains. Parce que les deux seules fois qu'il a rencontré le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, c'était par mon entremise. La première fois, Sidi avait adressé une lettre, je crois, à tous les membres du gouvernement pour évoquer les possibilités de publicité dans ces médias. Et les services m'avaient préparé une réponse écrite. Quand j'ai lu la réponse, j'ai dit non, je ne vais pas répondre par écrit à Sidi. Je vais aller le voir pour discuter avec lui. Et je l'ai appelé. Il m'a dit, écoute, moi, le président c'est un ami. Je suis prêt à le recevoir. Beaucoup de gens sont passés ici comme des entremetteurs. J'ai refusé. Mais toi, je te connais comme un homme sincère. J'accepte que tu sois l'entremetteur pour que je puisse rencontrer le président. Et la deuxième fois, c'était quand Sidi voulait publier les œuvres de son père. Il avait édité. Il m'a appelé, il m'a dit, Mankeur, écoute, voilà, je viens d'éditer les œuvres de mon père. Je souhaite organiser une cérémonie de présentation, mais je souhaite également que le président Macky Sall en soit le parrain. Il dit, ah oui. Et je suis prêt à le rencontrer pour d'abord lui remettre des exemplaires et échanger avec lui sur l'organisation de la cérémonie. J'en ai parlé à M. le Président de la République. Il a immédiatement accepté de le recevoir. Et le Président l'a reçu, ils ont échangé, il lui a dédicacé des ouvrages. Et le Président de la République a pris en charge tous les frais, je dis bien tous les frais liés à l'organisation de la cérémonie. C'était donc Mankeur Ndiaye, l'ancien ministre des Affaires étrangères, interrogé par Alassane Samba Diop. Sidi Lamine Niass était un homme transversal, une personnalité appréciée par bon nombre de Sénégalais. On pouvait avoir des divergences avec lui, mais on ne peut pas occulter sa participation au développement de la presse sénégalaise. Autodidacte en langue française, guide religieux, patron de presse, Sidi Lamine Niass avait multiples facettes. Son portrait est dressé par Mohamed Kandji. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة Le timbre de sa voix aura marqué les auditeurs de la radio Walfadjri. Son image a jamais gravé dans la mémoire des Sénégalais. Sidi Lamine Niass était l'un des pionniers de la presse privée sénégalaise. Né le 15 août 1950 à Kaolack, il est le fils du grand savant, écrivain et homme de Dieu Khalifa El Hadj Mohamed Niass, issu d'une des familles maraboutiques les plus connues du Sénégal et de l'Afrique. Sidi Lamine Niass était un citoyen du monde. Le marabout intellectuel se faisait remarquer par son esprit d'ouverture et ses positions tranchées sur tout ce qui concerne l'homme et la société. Ayant une soif inextinguible de rendre à l'homme toute sa liberté, le natif de Kaolack a fondé le bimensuel Walfadjri en 1984. Sidi Lamine Niass ne voulut pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'en novembre 1997, il obtient une bande FM et crée la radio Walfadjri FM. Progressivement, il mit en place le premier groupe de presse de l'Afrique de l'Ouest composé
composé d'un quotidien, d'une radio, d'une télévision et d'un site internet. Un média qui a forgé l'élite de la presse d'aujourd'hui. Sidi Lamine Niasse était également l'incarnation de la véracité. Les présidents de la République qui se sont succédés ont dû supporter ses critiques acerbes sur leur mode de gouvernance. Son emprisonnement de novembre 1979 à novembre 1980 en est une parfaite illustration. De teint clair, le sourire au coin, Sidi Lamine Niasse attirait l'attention de toutes les tranches d'âge avec un langage d'une rare élégance et une éloquence qu'il utilisait pour mettre en exergue sa parfaite maîtrise du Saint-Coran et de la langue arabe. Tantôt habillé en djellaba à connotation marocaine, tantôt habillé en grand boubou traditionnel ou des fois même en costume occidental, Sidi Lamine Niasse s'est éteint ce mardi 4 décembre 2018 après 68 ans d'une vie qu'il aura en grande partie consacrée à la liberté de la presse, à la démocratie et à la nation sénégalaise. Une disparition qui laissera sans aucun doute un vide dans les cœurs des Sénégalais, mais il aura servi. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Sidi Lamine Niasse sera inhumé cet après-midi à Kaolaka. 12h10, vous suivez le journal sur iRadio. iRadio, midi 15, le journal. Drame de Maris Aïdambake devant le parquet. Elle est au tribunal de Dakar à l'instant et son avocat, Maître Barreau, il compte interjeter appel si sa cliente est condamnée. Vous l'entendrez dans nos prochaines éditions. Ande Gueusseum déroule son 16e plan d'action à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Le mouvement d'humeur ne perturbe pas le fonctionnement de la structure. Du côté des patients, certains sont d'accord avec les menaces du ministre en charge de la Santé et de l'Action sociale. Pour nos interlocuteurs, un 16e plan d'action, c'est trop. Correspondance Isidore Alexandre Sen. Elhadji Mounir Sow est venu avec son fils alité depuis quelque temps. Il patiente sur la véranda du service d'urgence. Il guette l'arrivée d'un agent de santé pour la prise en charge de son garçon. Avant d'arriver au centre hospitalier Amadou Sakhir Ndiéguène, il est passé par une autre structure. Je suis d'abord passé dans un autre hôpital et là-bas, j'ai pas trouvé un agent de santé qui puisse prendre en charge le cas de mon fils. C'est la raison pour laquelle je suis venu à l'hôpital régional de Thiès et là, j'attends un agent de santé. La grève des syndicats regroupés autour du mouvement de Gueusseum et les menaces de ponction ou même de réquisition de l'autorité. Mounirou cautionne la position du ministre de la Santé et de l'Action sociale. De Gueusseum en est à son 16e plan d'action. Un mouvement d'humeur peut ressentir à Thiès, du moins à l'hôpital régional. Mon fils a eu un accident hier nuit. J'ai quitté Dakar pour venir le voir. Mais sincèrement, quand je suis arrivé ici, je n'ai pas senti la grève des acteurs de la santé. Toutes les guerres se terminent autour d'une table. Gouvernement comme syndicat de santé doivent poursuivre les négociations au bénéfice des populations. Il serait mieux vraiment de négocier avec les agents de santé que de les menacer. Un préavis de grève couvrant la période du 3 janvier au 3 juin 2019 pour l'ouverture des négociations sur le régime indemnitaire et l'application des accords a été lancé par Mbalo Diacham et ses camarades. Les revendications vont entre-temps trouver solution ou non. En tous les cas, à Thiès, les populations souhaitent un retour à la normale dans le secteur de la santé. Isidore Alexandre Sen, Thiès, iRadio. Les syndicats de la santé étaient en conférence de presse ce matin. Nous y reviendrons. Direction Assemblée nationale où les députés ont interpellé le ministre de la Santé sur de nombreuses questions. Il s'agit, entre autres, des revendications et des mouvements de grève des travailleurs de la santé, mais aussi de la prise en charge de certaines maladies très coûteuses. Baba Ndiaye, vous êtes en direct dans ce journal. Bonjour. Bonjour Antoine. Faites-nous de façon succincte la synthèse des débats qui ont commencé depuis ce matin. Oui, le budget d'Abdoulaye Diouf Sarr augmente de plus de 29 milliards de francs CFA. Il est arrêté à plus de 198 milliards de francs CFA, 856 millions pour 2019, contre 169 milliards 487 millions en 2018. Les parlementaires ont formulé une série de préoccupations relatives
au bilan du secteur de la santé, au vaccin contre le cancer du col de l'utérus, à la pathologie rénale, à la prise en charge des revendications du personnel médical et paramédical, à la prise en charge de certaines maladies comme la dengue, au contrôle effectif des médicaments vendus au niveau des grandes surfaces. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, au titre du vaccin contre le cancer du col de l'utérus, rassure et révèle que certaines informations véhiculées à travers les médias sur le net ne relèvent que d'une guerre des films selon ces termes. Concernant la pathologie rénale, il a précisé que le président de la République a déjà signé le décret mettant en place le comité national de dons et de transplantation et que ses membres sont incessamment nommés. Relativement à la prise en charge des revendications du personnel médical et paramédical, le ministre a souligné que des efforts ont été consentis dans ce cadre et de l'augmentation des indemnités des médecins et rassure que les négociations sont entamées dans ce sens. Il a toutefois souhaité moins de radicalisation dans le cadre des revendications, tout en soulignant que ces portes sont grandement ouvertes aux syndicats de la santé et par rapport aux dépenses de personnel sous l'angle de la prise en charge de l'angle des engagements du gouvernement vis-à-vis des syndicats du secteur. Il a indiqué qu'elles sont passées de 39 à 44 milliards de francs CFA. Baba Ndiaye, merci. C'était donc notre reporter à l'Assemblée nationale. La limitation ou la suppression du droit de grève dans le secteur éducatif, certains parlementaires en ont fait la proposition hier à l'Assemblée nationale en réponse au mouvement d'humeur, bien sûr, à répétition. Du côté des syndicalistes, on déplore une totale ignorance des textes de la part des parlementaires en question en ce qui concerne les inspecteurs du travail. Ils parlent d'une sortie malheureuse, Ousmane Gueye. Supprimer le droit de grève à l'école pour en finir avec les perturbations du système, le secrétaire général du SAEMS, Saourou Sène, préfère en rire. Je crois que les députés qui se sont prononcés de cette façon-là expriment d'abord un niveau faible des responsabilités où ils n'ont pas pu mesurer vraiment la grandeur des responsabilités qu'ils ont devant la nation sénégalaise. C'est pourquoi vraiment c'est une assemblée très faible à ce niveau-là. Pour dire tout simplement que aujourd'hui, tout le monde va vers davantage de l'élargissement des libertés dans tous les pays du monde. Liberté ne signifie pas libertinage. Nous sommes conscients de cela. Même son de cloche chez Demba Diop, inspecteur du travail, impensable. Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal, qui est démocratique et qui reconnaît la liberté d'expression. Et je pense que chacun a, dans son droit, la capacité vraiment de s'exprimer par rapport à des questions qui interpellent le citoyen sénégalais ou l'action publique en tant que tel. Je n'ai pas suivi en réalité ce débat, mais je pense que aujourd'hui aller vers l'idée de suppression d'une quelconque liberté allant dans le sens du marché du travail posera un certain problème en termes de vie même en réalité publique au niveau du Sénégal. Comment alors régler le problème? Une seule et unique solution pour Saourou Sène. Ce qui peut limiter les grèves dans le système éducatif, le gouvernement du Sénégal le sait très bien, s'il est un gouvernement patriote, c'est de respecter les engagements qu'il prend devant la nation sénégalaise, plus particulièrement devant les enseignants. Toute autre attitude qui n'est pas celle-là ne peut pas prospérer. L'inspecteur du travail recommande le modèle scandinave. Là, ils ont réglé ces problèmes-là par d'autres mécanismes. C'est-à-dire qu'il y a des cycles de négociation sur 3 ans, 5 ans ou 6 ans, durant lesquels l'État et les partenaires sociaux se parlent franchement, s'accordent sur vraiment des accords et chacun va s'engager à respecter scrupuleusement ces accords-là sur la durée de 3 ans ou 5 ans. Appliquons ça et nous en finirons avec les grèves, conclut Demba Diop. C'était donc le dossier d'Ousmane Gueye. Les camionneurs qui font la navette entre le Sénégal et la Gambie se font beaucoup de soucis. Il leur arrive de faire 15 jours avant de traverser avec le bac de Banjul. Ils devront alors prendre leur mal en patience le temps que le pont qui relie les deux pays soit opérationnel. L'ouvrage sera inauguré avant la fin de cette année 2018 au Moukalsomba. Le port de Banjul grouille de monde en cette période de la journée. Sur place, les camions sont stationnés depuis des semaines attendant leur tour pour la traversée du bac. À notre arrivée, une dispute éclate entre les chauffeurs de camions et les agents de sécurité. La tension est vive, il y a de l'eau dans le gaz. Tranquille, calmement, on va t'appeler, tu vas... Ces conducteurs de camions ne savent plus à quel sens se vouer. Ils estiment qu'ils sont laissés en rade, sans aucune explication. Ils peuvent rester plusieurs jours, sans pour autant arriver jusqu'au bac pour la traversée. Pape Chow, chauffeur de camion. Nous avons fait 15 jours,
Il nous arrive de rester 15 jours sans traverser le bac. Les passagers sont prioritaires, pourtant nous payons plus. Je décaisse 75 000 francs juste pour traverser le bac. Certains de mes collègues paient plus de 80 000 francs CFA, voire 90 000. Une situation qui occasionne des dépenses supplémentaires, nous disent ces chauffeurs. Quand tu restes ici 15 jours, c'est des dépenses supplémentaires. Nous achetons à manger et à boire. Je dépense par jour 5 000 francs, c'est beaucoup d'argent. De plus, nous dépensons 75 000 francs pour l'achat du ticket. 75 000 emprunté, 70 000 billets bac, voilà 80 000 billets bac. Youssouf Badji compare le port de Banjul à une armée mexicaine. Il dénonce l'attitude de certains chauffeurs qui soudoient les gérants du bac pour traverser au plus vite. Aujourd'hui, si la traversée est très difficile, c'est à cause des Sénégalais. Quand ils arrivent au niveau du bac, ils n'acceptent pas de faire le rang. Ils viennent, ils sont les derniers, ils passent devant, ils donnent 15 000, 20 000 et on les laisse passer. C'est pas normal. C'est ça, c'est de la corruption, voilà, justement. Le pont reliant le Sénégal à la Gambie va être inauguré à la fin de l'année. L'annonce a été faite par le président de la République Macky Sall lors d'une audience accordée à une délégation venue d'Oussouye. Le chef de l'État a également pris l'engagement de réhabiliter le pont de Nyambalang qui a été dynamité par les rebelles. À suivre le dossier politique de ce midi dans la deuxième partie de ce journal. Tour d'horizon de l'actualité internationale dans un instant. L'actualité internationale sur e-Radio. Bonjour Bokar Alphakan. Bonjour Antoine. 36e session ACP-UE au Bénin. Le président Patrice Talon s'attaque à l'aide au développement. Oui, depuis quelque temps, le président béninois ne rate pas une occasion de pourfendre l'aide au développement. C'était le cas il y a quelques semaines lors du sommet nordique en Norvège. La dernière en date, c'était hier à Cotonou et devant les députés africains, européens et caribéens. Patrice Talon, qui est un homme d'affaires avisé, a demandé aux parlementaires de mettre l'accent sur l'investissement et la promotion des petites et moyennes entreprises. Nous l'écoutons. Notre coopération ACP-UE a eu jusque-là comme principaux éléments de coopération l'aide au développement et la coopération commerciale, essentiellement. Puisque l'aide au développement a montré ses limites, puisque la coopération commerciale est sans cesse remise en cause, même à travers des accords bien signés et établis, l'objectif, s'il est resté le même, nous appelle désormais à agir, à promouvoir ce qui crée le développement endogène. Le développement de nos pays respectifs passe désormais par l'outil de développement économique qu'est l'investissement. L'investissement privé, l'implantation et le développement des PME. J'ai été ravi ce matin à entendre le commissaire européen à la coopération internationale parler de nouveaux instruments, la volonté de l'Union européenne à mettre en place un fonds important de promotion de l'investissement privé. Et j'ai prié que cette volonté se concrétise. La résolution que vous allez voter peut-être mercredi pour faire la promotion des PME est une avancée majeure, est une innovation par rapport au rôle classique que nous avons donné à nos objectifs ACP-UE. Alors, les travaux de cette ACP-UE se termineront demain mercredi. Un accord appelé Cotonou 2 sera signé en 2020 au Bénin et Patrice Talon espère être entendu avec l'avènement d'une nouvelle approche de la coopération. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe seront en meeting cet après-midi à Goma, dans le nord Kivu. Oui, c'est le premier grand meeting en fait dans une région emblématique de la crise sécuritaire et économique qui secoue le pays. Sur place, les militants sont déjà mobilisés en attendant le meeting. Justin Kabumba est allé à leur rencontre. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat président numéro 20, et le président Vital Kamerhe, son directeur de campagne, arrivent à Goma parce qu'ils ont choisi de lancer la campagne électorale à Goma. Goma, la ville volcanique, c'est une ville de l'opposition. Un bastion des Congolais épris de paix et de justice qui ont arrivé l'alternance dans notre pays. C'est comme ça que Goma va vivre le début de la campagne électorale. Et je suis convaincu que nous allons faire le maximum de gens parce que la population est motivée à alterner. Il suffit de sillonner dans la ville de Goma, vous allez constater réellement combien est-ce que le peuple congolais est attaché. Le peuple congolais veut l'alternance, le peuple congolais veut le changement. Éviter avance Kabila fait 17 ans et pendant le règne de Kabila de 17 ans, il y a l'insécurité. Nous sommes à l'est du Congo, on est au Télémiawa. À Beni, n'en parlons pas. Si on viole, les femmes sont violées,
les enfants sont kidnappés, il y a l'insécurité à l'est du pays. Donc 17 ans, il y a Kabila, c'est les 17 ans, il y a insécurité, c'est les 17 ans, il y a pauvreté, c'est les 17 ans, il y a chômage, c'est les 17 ans, il y a tuerie. Donc je ne vois pas la base d'une bombe à cause en anglais. Nous voulons des changements, nous voulons l'alternance. Le peuple congolais n'est pas dupe, le peuple congolais est suffisamment mûr, il a compris et le peuple congolais veut les changements. Oui, c'est déjà donc l'ambiance au stade de Afia de Goma. Et après le Nord Kivu, Félix Tshisekedi, le candidat issu de l'accord de Nairobi, va poursuivre sa campagne dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et Maniema, l'ex-province orientale. Bokar, on poursuit avec la COP24 qui se poursuit à Katowice en Pologne. Oui, les travaux prendront fin le 14 décembre prochain. L'Afrique y est bien représentée et rencontre quelques difficultés. Mohamedou Touré, envoyé spécial de la Fondation Hirondelle à la COP24, nous en rappelle les enjeux et explique justement les problèmes que rencontrent les délégations africaines. La 24e édition du Sommet mondial du climat s'ouvre dans un contexte d'interrogation et de pessimisme ambiant. 3 ans après l'élan d'optimisme des accords arrachés à Paris lors de la COP21, c'est en effet un coup de froid et une impression de vide qui prédomine ici. Les ONG et les officiels ne s'en cachent pas vraiment, l'élan semble brisé. Vide politique, vide de leadership après le retrait des États-Unis il y a 2 ans. Le choix même d'organiser cette édition à Katowice, bassin minier important pour les usines à charbon très polluante, est perçue comme une provocation. Certains ont pensé boycotter cette rencontre. La COP23 s'était clôturée l'année dernière sur un goût d'inachevé, avec le sentiment d'avoir reculé malgré quelques mesures budgétaires annoncées. L'enjeu est pourtant de taille. Il s'agit de mettre en œuvre les accords de Paris qui doivent s'appliquer dès 2020, à savoir les engagements pris par chaque pays pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et les mesures d'adaptation pour les populations. L'urgence climatique n'a pourtant été jamais aussi médiatisée. Le dernier rapport du GIEC publié en octobre dernier tire la sonnette d'alarme sur l'état de notre planète. Le scénario du réchauffement contenu à 2 degrés Celsius semble peu plausible, à moins de changer radicalement les politiques et les comportements. L'hémisphère nord a connu de grosses inondations et des sécheresses sans précédent qui ont provoqué cet été des incendies de forêt dévastateurs. Au Mali, plus de 77 000 victimes et des dégâts matériels importants ont été enregistrés cette année suite aux inondations. Dernier point, les délégations africaines se plaignent du manque d'hébergement, oui, et des difficultés pour obtenir leur visa. Voilà, Antoine, c'était tout pour l'actualité internationale aujourd'hui. Merci Bokar pour cette page internationale. Le journal des sports de e-Radio. Bonjour Seydina Abagaye. Bonjour Antoine. Seydina Abagaye, tour préliminaire de la Ligue africaine des champions, le Giraffe en déplacement à Lomé. À 16h au Togo, le Giraffe va affronter l'US Koroki Métété en retour des tours préliminaires de la Ligue africaine des champions. Le club de la Médina se dit prêt à arracher la qualification au prochain tour. Youssou Dial est le président du directoire du club Giraffe de Dakar. Il est au micro de Sekou Seydi. Aujourd'hui, l'équipe est arrivée à Lomé depuis dimanche et dans de très bonnes conditions. Nous avons été bien accueillis à Lomé et l'équipe s'est entraînée 2 fois sur le terrain sur lequel on va jouer. Et nous restons persuadés qu'aujourd'hui, l'équipe sera performante et qu'il y aura la qualification au bout de ce match. Non, l'équipe est bien motivée parce que nous, en tant que dirigeants, que ce soit le président et le comité, nous avons tout fait pour les motiver au maximum. L'équipe est fin prête, mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que nous ne sommes pas venus pour chercher un match nul, nous sommes venus pour gagner. Et la meilleure façon d'attaquer, comme vous le savez, donc la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Et ce sera ça le niveau de ce match. Nous sommes venus ici pour chercher la victoire. Ballon d'or 2018, Luka Modric, la consécration après une riche carrière. Effectivement, Antoine, de Zadar à Madrid en passant par Zagreb, Mostar, Zaprezic et Tottenham, le milieu de terrain croate a gravi tous les échelons jusqu'à gagner ce trophée mondial, le Ballon d'or, consécration suprême à titre individuel dans le football. Son portrait, c'est avec Yann Dembetine.
Passé la déception probable de milliers de Français, les images de ses plus beaux gestes techniques vont mettre tout le monde d'accord. Luka Modric, élu lundi 3 décembre Ballon d'Or 2018, un footballeur hors norme. Je cours, gelon, roulette, extérieur du pied droit, passe en une touche du gauche. Le natif de Zadar sait tout faire avec un ballon, éclabousse presque chaque match de son talent. Cet été, le numéro 10 a porté la Croatie jusqu'à la finale d'une Coupe du Monde, une première. Depuis 6 ans et demi, il fait le bonheur du Real Madrid. Premier Croate vainqueur de la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Davor Šuker avait terminé deuxième en 1998 derrière Zinedine Zidane, le dernier Français sacré. Le milieu de terrain d'1m72 est né le 9 septembre 1985 dans l'ancienne Yougoslavie, à environ 160 km au nord-est de Split, sur la côte adriatique. La fin de son enfance et le début de son adolescence sont marqués par la guerre. Son père est alors officier dans l'armée croate. La maison de famille détruite dans un bombardement. Meilleur joueur du championnat de Bosnie à 18 ans, Modric débute le football en club à Zadar à l'âge de 15 ans. Une saison plus tard, il rejoint le grand club du pays, le Dinamo Zagreb, où il achève sa formation. C'est toutefois en Bosnie, en prêt avec le club de Mostar, qu'il débute chez les professionnels. À 18 ans, après une seule saison, il est élu meilleur joueur du championnat en 2004. Sa carrière avec le maillot de Zagreb débute véritablement en 2005-2006 après un nouveau prêt à Zaprešić. Il décroche autant de titres de champion et 2 coupes nationales en 3 saisons. Antoine, on poursuit avec la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions du handball sur une bonne lancée. Après 2 victoires d'affilée, l'équipe féminine du Sénégal de handball est à la tête de son groupe. Les Lions devront encore faire face à la Côte d'Ivoire et à l'Algérie pour confirmer cette première place. Mais pour le moment, leur entraîneur Frédéric Beaujean se dit déjà fier de ses protégés. Nous écoutons ce compte-rendu de Cheikh Diop. Après 2 victoires de rang face au Cameroun et à la Tunisie, le Sénégal est bien parti pour garder la première place de son groupe. Fier de la prestation de ses joueuses, l'entraîneur de l'équipe du Sénégal, Frédéric Beaujean, fait le point. Très content après 2 journées parce qu'on vient de rencontrer le Cameroun et la Tunisie qui sont 2 adversaires directs pour nous, d'abord dans la phase de groupe et puis tout dans la compétition, et que ça peut nous permettre d'avoir un ascendant psychologique sur ces équipes-là où on aura à les retrouver sur des matchs en jeu, sur des matchs pour la médaille. Frédéric Beaujean souligne toutefois les difficultés rencontrées et l'énergie dépensée par ses protégés pour remporter ces matchs. Contre le Cameroun, c'était un match ultra agressif parce que c'est une équipe qui joue très dur, et contre la Tunisie, c'est un match particulier à gérer en termes d'émotion parce qu'il peut y avoir beaucoup d'agressivité et ça peut être une erreur de rentrer dans le match sur cet aspect-là. Donc on a eu une première mi-temps assez difficile. J'ai senti l'équipe vraiment nerveuse, les filles n'arrivaient pas à se relâcher, et puis on a beaucoup discuté à la mi-temps, on a bien discuté à la mi-temps pour recentrer un petit peu les choses sur les aspects tactiques. L'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal espère gagner les 2 matchs de poule qui lui restent pour avoir un tirage favorable lors des quarts de finale. On va tout faire sur la fin de la première phase de groupe pour la conserver et s'offrir un quart de finale ouvert pour espérer rentrer dans le dernier carré et aller chercher le match qui nous intéresse. L'équipe du Sénégal va croiser le fer avec la Côte d'Ivoire ce jeudi, puis l'Algérie le vendredi. Les Lions font désormais office de favoris, mais devront confirmer lors de leur prochaine rencontre. C'est tout pour ce Midi King, l'actualité sportive dans ce Midi King. Juste dire à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver de plus amples informations sur emedia.sn. Merci Seydina Abagay pour cette page des sports. E-Radio, reportage. Le Conseil constitutionnel va inviter des personnalités indépendantes en qualité d'observateurs lors des séances de vérification des signatures pour le parrainage. Cette annonce faite par le président du Conseil constitutionnel hier est saluée par les membres de la majorité présidentielle, contrairement à l'opposition qui se montre sceptique. Falundong. Des personnalités indépendantes pour observer les séances de vérification des listes de parrainage en vue de la présidentielle de février prochain. Voilà une mesure qui justifie encore une fois la volonté de la majorité présidentielle d'assurer la transparence du processus électoral, affirme Abdourahmane Ndiaye, ministre conseiller du président Macky Sall. Cette décision du Conseil constitutionnel peut aider à faire comprendre à tout le monde que tout se fait dans la transparence. À la bonne heure, nous aurons des élections
apaisée. Je les remercie, je les encourage dans le travail. Je les encourage même à prendre des personnalités, même étrangères à la politique, étrangères même au pays, pour que tout soit clair. C'est notre seule demande. La majorité présidentielle est le chantre de la démocratie, de la clarté et de la transparence. Par contre, ce que je crains, c'est toujours la réaction presque stéréotypée de l'opposition. Une opposition qui émet des réserves et demande à la majorité d'associer toutes les parties prenantes quant au choix de ces personnalités indépendantes. Bruno Derneville. Nous n'avons pas de problème qu'ils prennent des indépendants pour contrôler les parrainages avec le Conseil constitutionnel. Maintenant, il est hors de question d'accepter que ce soit des personnalités simplement choisies par l'État. Il faudra que ce soit de manière consensuelle, c'est-à-dire que ce soit avec l'accord des autres parties prenantes à la compétition, c'est-à-dire notre avis, c'est qu'il faudra que ce soit des personnes qui soient choisies par le collège des partis au pouvoir et des partis de l'opposition. Quoi qu'il en soit, les candidats à la prochaine présidentielle sont appelés à déposer leur dossier de candidature assorti des listes de parrainage du 11 au 26 décembre 2018 au greffe du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Vous le saurez, c'est sur cette vidéo du suicide d'un jeune Africain en France. Vidéo qui a beaucoup ému de gens sur la toile. Les faits auxquels se mêle du faux depuis la reprise de la séquence sur les réseaux sociaux se sont déroulés le 23 novembre à Paris. Moussa Ngom s'y intéresse aujourd'hui dans sa rubrique hebdomadaire. C'est une courte vidéo qui ne manque pas d'apeurer un jeune homme retenu dans le vide par plusieurs hommes quelque temps avant de se laisser tomber du 4e étage. La scène se déroule en France dans les locaux du palais de justice de Paris. Sur les réseaux sociaux, la reprise de la vidéo fait déjà du bruit. Sur de nombreuses publications, on peut lire qu'un jeune Africain camerounais, disent la plupart, se serait suicidé à l'intérieur du palais de justice de Clichy et serait mort sur le coup. Le motif serait qu'on lui aurait retiré ses papiers avec expulsion immédiate du territoire. Mais le jeune homme n'est pas mort, il s'agit d'un Burkinabé de 15 ans selon les médias Le Monde et Mediapart qui ont pu le rencontrer. Hospitalisé, ses jours ne sont pas en danger. Le jeune exilé souffre actuellement de fractures du bassin. Après avoir quitté son pays et transité par la Libye où il dit avoir vécu de nombreux sévices avant de rejoindre la France, il était venu clamer au palais de justice de Paris la reconnaissance de sa minorité, gage d'un hébergement en attendant l'obtention de l'asile. C'est donc une décision défavorable qui l'a poussé à agir ainsi. Une autre déclaration ou information à vérifier, vous pouvez nous l'envoyer à l'adresse rédaction.radio@immedia.sn. GD16 vous offre la revue de presse. La presse du jour, c'est avec Ousmane Gueye. Alassane Ouattara et Mohamed Abdelaziz avaient-ils raison de soutenir publiquement Macky Sall lors de l'investiture du week-end dernier à Diamniadio? Pour le Front de résistance nationale, l'Ivoirien et le Mauritanien ont tout simplement franchi le Rubicon. L'opposition sénégalaise y voit une immixtion inacceptable dans le fonctionnement du pays. Selon les Échos, Mamadou Diop Decroix et ses camarades ont adressé une lettre ouverte aux deux chefs d'État pour s'indigner de ce que les confrères appellent une bourde sous-régionale. Et ça ne s'arrête pas aux mots, puisque de jeunes opposants se sont rassemblés dans la soirée devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Dakar pour dire leur désapprobation. Une mobilisation spontanée dont fait état la tribune dans sa livraison de ce mardi. Ouattara et Abdelaziz se rendent-ils compte de la gravité de leur geste, semble se demander le Front dit de résistance dans la missive reprise par Source A. Vous ne pouvez ignorer que le Sénégal se dirige vers les élections les plus risquées de son histoire politique. Pour la première fois, le candidat sortant instrumentalise la justice pour empêcher la candidature de ses deux principaux opposants, Karim Wade et Khalifa Sall. Pour la première fois, le gouvernement refuse ouvertement l'application des dispositions légales du code électoral, prévient l'opposition comme pour mettre en garde les hôtes de Macky Sall contre toute éventualité. L'investiture en grande pompe passée, retour à la dure réalité pour le chef de l'État. Le titre est de Enquête ce matin. Oui, selon le journal, les grèves à répétition dans les secteurs de la santé, de la justice et de l'enseignement supérieur risquent de compliquer la tâche au candidat de Benno Bokk Yakaar pour février 2019. Plus qu'une complication, l'AS parle de harcèlement des syndicalistes à travers des marches et des mouvements d'humeur tous azimuts. Du sudiste au SAES en passant par Andegesem, ça secoue de partout, constate le journal, non sans préciser que l'État ponctionne les salaires des inspecteurs de l'éducation. Des coupures opérées sur le mois de novembre et qui atteignent les
25 000 francs CFA, révèle le secrétaire général du CIENS à la page 2 de l'AS. Est-ce parce qu'il n'y avait pas droit que la sanction est tombée? Les parlementaires ont posé la problématique lors du vote du budget du ministère de l'Éducation nationale hier à l'Assemblée nationale. Certains députés se sont clairement prononcés pour une suppression, sinon une limitation. Serigne Mbaye Thiam, interpellé, souligne que l'option n'a pas encore été prise par le gouvernement, tout en faisant savoir à l'hémicycle qu'il peut prendre l'initiative. Information relayée par Sud Quotidien. Mais tout comme ses homologues, le ministre de l'Éducation nationale n'a pas eu la tâche facile devant la représentation nationale. Source A évoque clairement un Serigne Mbaye Thiam étrié. Avec plus de 6 000 abris provisoires, comment continuer à parler de qualité dans le système éducatif, attaque Cheikh Bamba Dièye, tandis que Toussaint Manga estime que l'objectif de 80% de réussite est encore loin d'être atteint par la tutelle. Le ministre, qui ne manque pas visiblement d'arguments, réplique en rappelant que le régime d'Abdoulaye Wade a laissé plus de classes en lamelles de bambou et tiges de mille que d'écoles construites. La phrase est mise en exergue par les Échos à sa une ce mardi et Sophie Gladima Sibi d'appuyer si l'ancien président avait écouté les géologues, il n'y aurait pas eu autant de morts du fait de la brèche de Saint-Louis. Avec l'exploitation controversée du fer notamment, la ministre des Mines a autant de dossiers sur la table. À lire les grands chantiers de Aïssatou Sophie Gladima dans Enquête à l'étranger, la galaxie présidentielle marque des points. Le Sénégal, porté à la tête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, c'est Libération qui nous l'apprend. Une victoire qui risque tout de même de relancer la polémique née de la publication du rapport sur la situation judiciaire de Karim Meïssa Wade. Le sort d'Aïda Mbacké non plus n'est pas encore scellé. Elle va être déférée devant le parquet ce mardi, annonce Libé, tandis que l'AS informe que la présumée meurtrière de son mari a reçu la visite du procureur à la brigade de recherche pour s'enquérir sans doute de l'état d'avancement de l'enquête. En sport, plus de supputation possible, le Ballon d'Or 2018 n'est ni portugais, ni français, ni argentin. Son attributaire se nomme Modric, le Croate qui a détrôné Cristiano Ronaldo, occupe la une de Stade. Le prochain Ballon d'Or, Mbappé, pourquoi pas, le français plébiscité meilleur jeune Copa 2018. GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de ce Midi King. Je vous rappelle les principales informations. La presse sénégalaise perd un de ses monuments. Sidi Lamine Niasse est décédé ce matin. Plus d'hommages sur le PDG du groupe Walfadjri. Sidi est décrit comme étant un homme de courage et un fervent défenseur des valeurs de l'islam. Limitation ou suppression du droit de grève dans le secteur de l'éducation. L'idée a été agitée hier par des députés. Elle fâche les syndicats d'enseignants et les inspecteurs du travail parlent de sorties malheureuses. Assemblée nationale, le ministre de la Santé défend son budget devant la représentation nationale. Abdoulaye Diouf Sarr est interpellé par les députés sur les nombreuses grèves des travailleurs de la santé et la prise en charge de certaines maladies. La mobilité entre le Sénégal et la Gambie demeure toujours un casse-tête pour les camionneurs. 15 jours pour la traversée du Bac. C'est leur calvaire présidentiel de 2019. Les signatures déposées par les différents candidats seront vérifiées par des observateurs indépendants. Une bonne initiative du Conseil constitutionnel d'après la mouvance présidentielle. L'opposition, elle, se veut très sceptique. Dans l'actualité internationale, nous sommes revenus sur la déclaration du président béninois Patrice Talon, soutient que l'aide au développement a atteint ses limites. Il prône la promotion de l'investissement privé. Et puis en sport, préliminaire de la Ligue africaine des champions, le Giraffe de Dakar joue cet après-midi son match retour au Togo face au Koroki Métété de Lomé. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Alun Diassé et Inson. Réalisation Mohamed Kandi. Salimto, le journal de la présidentielle de 19, Dialgati Khibar. Je vous laisse déguster.